Toute actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Camouflé au Sénat pour le gouvernement. Un texte UMP sur la fin des allocations familiales aux parents qui ont perdu la garde de leurs enfants est adopté à la quasi-unanimité. Un sénateur PS veut interdire de fumer en voiture en présence d'enfants. Yannick Vaugrenard est notre invité ce soir et il s'expliquera sur une proposition qui fait déjà beaucoup réagir. À 24 heures de son exercice de pédagogie périlleux à la télé, François Hollande retrouve Nicolas Sarkozy sur sa route. L'ancien président manie l'ironie et lance des pics à l'occasion d'une remise de décoration à Bruxelles. Débat dans ce journal tout à l'heure avec les sénatrices PS Laurence Rossignol, communiste Mireille Schurch, UMP Catherine Procaccia et le sociologue des médias Denis Muset, donc à 24 heures de l'intervention télévisée du chef de l'État. Mais d'abord donc cette grosse surprise au Sénat, 330 voix contre 16 ont permis l'adoption d'une proposition de loi UMP ouvrant la loi à la suppression des allocations familiales quand la justice a retiré la garde des enfants. La ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, a été désavouée, même sévèrement critiquée, y compris par les sénateurs socialistes. Cécile Sixou. Proposition de loi UMP votée grâce aux voix de la gauche. Cet après-midi sur les bancs de l'hémicycle, l'alliance est inhabituelle et le camouflet violent pour le gouvernement. 330 sénateurs, socialistes et communistes compris, ont dit oui à la loi transférant une partie des allocations des enfants placés. Elle représente une forme de consensus de toutes celles et tous ceux qui considèrent qu'on doit moraliser ce dispositif d'allocation familiale pour les enfants placés et que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'équité et de morale. Sa couleur politique, le socialiste Yves Daudigny l'avait laissé au placard. À la tribune, il s'est fait l'avocat du texte, abandonnant sa ministre Dominique Bertinotti, opposée au projet. Cette loi, il l'avait lui-même présentée à quelques mots près, quelques mois plus tôt. Il n'avait pas l'appui du gouvernement, donc elle n'a pas été présentée dans une niche de la majorité sénatoriale. Désormais, 65% des allocations des 150 000 enfants placés iront au département. Une manne financière de plus de 150 millions d'euros pour les conseils généraux en difficulté. Mauvaise motivation pour Michèle Meunier, une des seules sénatrices à avoir voté contre. L'objectif, à mon avis, c'est évidemment de remettre un peu de ressources dans les conseils généraux. Ce n'est pas là non plus la manière de pratiquer en ponctionnant les familles qui sont concernées par la protection de l'enfance. 16 sénateurs, bien seuls dans l'hémicycle cet après-midi, qui auraient préféré que cette loi soit intégrée dans le projet de refonte des allocations familiales. Voilà, et donc c'est la première fois quand même, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, qu'un tel mouvement d'humeur des élus s'exprime au Sénat et dans une quasi-unanimité. On l'a vu sur la question des allocations familiales pour les foyers qui se sont vus retirer par la justice la garde de leurs enfants. Une baisse historique du pouvoir d'achat l'an dernier, une année sans croissance, mais le recul de 0,4%, le plus important depuis 1984, est surtout imputable aux augmentations d'impôts. Étendre l'interdiction du tabac dans un lieu privé par excellence, la voiture, dans le cas où il y a des enfants à bord. L'idée émane du sénateur PS Yannick Vaugrenard, qui est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. En appeler à la responsabilité des parents sur les dangers du tabagisme passif ne suffisait pas pour vous ? Apparemment non, parce que j'ai constaté, comme vous peut-être ou d'autres, que des parents sortant de leur voiture avec leurs enfants, la voiture était enfumée. Donc d'appeler à la responsabilisation, semble-t-il, n'est pas toujours suffisant. Ça devrait l'être, mais ça n'est pas toujours. Il faut interdire. Je pense qu'il faut interdire, et avant d'interdire, peut-être faut-il, il serait opportun en tout cas, de lancer une grande campagne de communication sur les dangers du tabagisme passif, en particulier en direction des enfants. Et donc il faut que les parents soient conscients du fait que s'ils fument en voiture, ça a des conséquences tout à fait dommageables sur la santé de leur propre enfant. Il faut peut-être préciser que la voiture, qui est un habitacle fermé évidemment, est très significatif. Je veux dire, c'est un danger accru. C'est un danger accru, bien entendu, et je pense que les droits de l'enfant ne s'arrêtent pas à la porte d'une voiture. Ils ont lieu partout, que ce soit dans le domicile, à l'extérieur, dans une voiture. Ils doivent être respectés, et ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui vont pouvoir se défendre.
Et donc je considère que la liberté des adultes de fumer s'arrête aussi là où commence la propre liberté de leurs enfants, de ne pas avoir à subir les conséquences d'une cigarette et d'une fumée de cigarette. Alors la ministre de la Famille, Madame Bertinotti, qui a bien des difficultés avec le Sénat en ce moment, on l'a vu il y a un instant avec cette proposition de loi UMP qui a été adoptée par tout le monde, vous a rappelé quand même que une voiture c'est un lieu privé. C'est un lieu privé, mais dans ce lieu privé, on n'autorise pas le téléphone, on met sa ceinture de sécurité, et dans ce lieu privé, si les enfants sont en danger par rapport à leur santé, eh bien il faut réfléchir à l'hypothèse d'interdire de fumer dans une voiture dès lors qu'il y a des enfants. Et demain, vous voulez interdire aussi le tabac à domicile, par exemple? Parce qu'il y a des parents qui fument aussi à domicile en présence d'enfants. Je pense qu'il faut aller par petits pas, en quelque sorte. À partir du moment où il y a une prise de conscience qui vraiment se fait pour la voiture, il se fera automatiquement au niveau du domicile. Et j'attire votre attention sur le fait que déjà la Grèce a adopté ce processus, que le Parlement européen en 2007 avait adopté un rapport qui allait dans ce sens, et qu'aujourd'hui l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande réfléchissent à la mise en œuvre d'une telle disposition. Et on verra donc quelle est la suite de votre proposition pour la France. En tous les cas, Monsieur Vaugrenard, merci d'être venu l'exposer ce soir dans le 19h. Des parlementaires de droite réclament une commission d'enquête sur la façon dont se déroulait la manifestation hostile au mariage pour tous dimanche à Paris. Ils considèrent que le gouvernement et notamment la préfecture de police de la capitale n'ont pas pris la mesure du mouvement de contestation. De nouvelles manifestations sont annoncées, mais au sein du collectif Manif pour tous, la médiatique Brigitte Bardot est au cœur d'un divorce. Explication de Paul Buffard. Ce pourrait bien être une querelle d'ego. Deux femmes faisaient figure d'emblème dans les cortèges du collectif Manif pour tous. Brigitte Bardot d'abord, et moins connue, Béatrice Bourges, présidente du collectif pour l'enfance. Mais le mariage n'aura pas survécu à la lutte. Pas assez pacifique selon Bardot, Béatrice Bourges est exclue du mouvement national le 18 mars. Car cette dernière souhaite une action plus ciblée. Un label est né, le Printemps français. Il y a des gens qui se sentent mieux à faire des choses plus discrètes, plus en réseau. On est plus ciblé sur des actions plus en région, plus subversives, on va dire. Pacifiques, mais subversives. Voilà. Tiens, écoutez, vous voyez, je pense que le mot est un peu là, c'est-à-dire peut-être résistance pacifique et peut-être un peu plus subversive. Certains voient dans ce mouvement un collectif musclé, flirtant avec la violence. Pour Brigitte Bardot, il s'agit simplement de récupération. Totalement. De gens qui veulent agir de façon plus violente. Et nous ne sommes pas violents. Nous sommes non violents. Nous sommes apolitiques, aconfessionnels. Nous ne luttons pas contre le gouvernement ni contre le président de la République. Nous voulons au contraire trouver une solution aujourd'hui d'apaisement et de vivre ensemble. À chacune sa méthode d'action, Béatrice Bourges entend qu'un printemps français se lève. Un moyen de s'approprier la formule utilisée pendant les révolutions arabes. Et la police confirme ce soir son comptage de 300 000 manifestants dimanche, alors que les organisateurs défendent, eux, leur chiffre de 1 400 000. De la pédagogie de l'action menée depuis près d'un an, peut-être des annonces, même si ça n'est pas sûr, et même si quand même l'arbitrage sur la taxe à 75% sur les très hauts revenus est attendu. François Hollande, qui bat les records d'impopularité après 10 mois à l'Élysée, va donc s'expliquer. Ce sera demain soir sur France 2. Qu'en attendent les sénateurs de gauche? Avant d'en débattre avec nos invités, le reportage aujourd'hui de Jérôme Rabier. Objectif, s'adresser aux Français. Pas depuis l'Élysée comme ses prédécesseurs le faisaient, mais depuis un plateau de télévision spécialement conçu pour l'occasion. Et si plusieurs millions de personnes devraient le regarder, il y aura parmi eux des sénateurs de sa majorité, chacun avec des attentes bien précises. Nous, écologistes, nous en attendons d'abord une voie claire, une direction claire, une impulsion forte, pour qu'on sache exactement où nous allons. Il faudra donc faire preuve de pédagogie pour convaincre ses téléspectateurs particuliers. Pas sûr qu'à la gauche de la gauche, cela suffise à rassembler derrière lui. Je suis très sceptique quant à l'efficacité de l'exercice. Encore une fois, ce n'est pas des mots qu'il faut, ce sont des actes. Donc oui, il vient s'adresser aux Français parce qu'il sent bien qu'il y a un trouble sérieux qui s'installe dans le pays. Donc vraiment, il faut changer de braquet, changer d'orientation et changer de cap. Un changement de cap peu réaliste lors d'une intervention télévisée, mais même dans son propre camp, chez les sénateurs PS, on aura besoin d'entendre du concret. Il est essentiel que le président rassure, redonne confiance. Je n'ai aucune inquiétude sur la forme. Maintenant, c'est vrai qu'il faut sûrement muscler sur le fond pour que les Français comprennent bien que le gouvernement est là pour accompagner le redressement du pays et que tout va être mis en œuvre sur le front de l'emploi qui doit être vraiment la priorité absolue. Musclé sur le fond, l'expression est lancée. En creux, on reproche donc au président de ne pas assez s'impliquer
Au plus bas dans les sondages, François Hollande aura 45 minutes pour s'expliquer, avec comme mot-clé pédagogie, franchise et peut-être quelques annonces à la clé. Et avec nous donc pour débattre des attentes des différents parlementaires, sur tous les bancs d'ailleurs de l'hémicycle, les sénatrices PS Laurence Rossignol, bonsoir. UMP Catherine Procaccia, bonsoir. Communiste Mireille Schurch, et puis bonsoir. Et puis Denis Muset est également avec nous, président de l'Institut Médiascopie, un sociologue des médias. Vous venez de publier Les mots de la crise et puis la France des illusions perdues. Alors, est-ce que nous y sommes? Je ne sais pas, chacun va pouvoir répondre. D'abord, que peut changer, selon vous, une interview de 45 minutes pour le chef de l'État demain soir, Laurence Rossignol? Je ne sais pas si ça va changer. En tout cas, l'intervention du président de la République est attendue parce que c'est un premier de cordée, le président de la République, aujourd'hui. Et ce qu'on affronte, c'est un sommet qui est difficile. Il a une voie à ouvrir. Et il y a un pays qui est derrière lui et qui en même temps a peur du précipice et a peur du vide. La crise est là et l'après-crise interroge les Français. Et le président de la République doit dire, comme le Premier ministre l'a fait la semaine dernière, je sais où je vais et je vous prends par la main et on va y aller ensemble. De la pédagogie, de l'action menée, voilà. Un cap. Un cap, fixer le cap. Catherine Procaccia. Bien, moi, j'attends pas grand-chose de l'intervention de demain, d'autant qu'on dit qu'il va faire de la pédagogie et de la communication. Je crois qu'on n'est plus à la pédagogie et à la communication. J'espère que le président, pour une fois, va s'adresser à tous les Français et pas simplement à la partie des Français qui a voté pour lui. J'espère que le président ne va pas fustiger certains Français. Il voulait réconcilier tout le monde. Il ne les a pas réconciliés et quand il intervient, quand il prend des mesures, c'est pour montrer du doigt les entreprises, pour montrer du doigt les familles, pour montrer du doigt des catégories. Donc j'espère qu'il aura un discours rassembleur et en même temps qu'il va dire et qu'il va montrer que vraiment il entend le malaise qui est dans le pays, le malaise qui s'exprime de différentes façons. On va y revenir, et qu'il doit changer de politique. Mireille Schurch. Écoutez, moi j'attends que François Hollande parle vrai et change de cap résolument, nous explique que son cap jusqu'à présent n'est pas forcément le meilleur. L'austérité ne convient pas, les Français sont déroutés et nous avons besoin de retrouver un François Hollande du Bourget, c'est ce que nous attendons, déterminé, offensif pour combattre le monde de la finance et parler vrai. Alors Denis Muset, c'est un exercice qui est difficile demain pour le chef de l'État, périlleux même disent certains, en raison de la gravité de la crise, qui est renforcée d'ailleurs par des statistiques qui sont tombées là il y a quelques heures, sur le recul pour la première fois du pouvoir d'achat depuis bien longtemps l'an dernier, avec le record du chômage qu'on a connu hier. Et puis ces sondages qui sont très mauvais pour lui. Oui, vous demandez si ça va changer quelque chose. Je dirais rien. Ou presque. Au mieux, ça peut mettre un peu de baume au cœur aux socialistes et ça sera un os à ronger aux médias. Ça va les occuper un petit peu. Mais en fait, il faut qu'ils parlent à l'ensemble des Français. Or, les Français sont assez peu à l'écoute du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, parce que aujourd'hui, avec la crise, il y a un brouhaha généralisé, si vous voulez. Il y a un problème d'audibilité du président, mais aussi du Premier ministre. Problème d'audibilité, ils ne sont pas audibles parce que c'est la crise de toutes parts. Il y a des plans sociaux, il y a la crise de la viande chevaline, il y a Chypre, il y a problème sur problème, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de bruit, si vous voulez. Donc, ils sont en dessous du niveau de bruit médiatique. Et donc, il y a un problème on ne les voit pas. Est-ce que c'est dû en partie, je ne sais pas, à la personne de François Hollande dans sa façon de s'adresser aux Français? Oui, en partie, mais c'est aussi et surtout un phénomène général, si vous voulez, du bruit de fond qui monte. Mais alors, c'est accentué en l'espèce par deux choses. Du côté du gouvernement, un problème de cohérence dans l'expression au sommet de l'État, avec un président qui est perçu souvent un peu sur son aventin, un Premier ministre qui est perçu relativement peu présent, et quelques ministres qui tout d'un coup émergent, si vous voulez, un peu en saillie, les hommes qui disent non, Manuel Valls qui dit non au désordre, Montebourg qui dit non à la désindustrialisation, Taubira, une femme qui dit non à l'injustice. Et puis il y a un deuxième problème qui est un problème d'autorité du président. C'est-à-dire qu'on dit il faut un chef.
certes. Mais un chef aujourd'hui, c'est pas simplement quelqu'un qui hausse la voix, qui fait preuve de force, de fermeté. C'est aussi du dialogue. Les Français ont besoin d'un mélange d'autorité, d'écoute et de dialogue, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, François Hollande a réussi à convaincre jusqu'à présent qu'il savait dialoguer, mais pas tout à fait qu'il savait décider. Il n'a pas transformé dans le champ de la politique intérieure son statut de chef de guerre acquis de façon bien éphémère au Mali. D'accord. Alors, il y a son prédécesseur qui s'est rappelé au souvenir de tous aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, en effet, a choisi le registre de l'humour pour évoquer sa situation personnelle et également celle de la France. Il a remis la Légion d'honneur à un de ses amis, le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. C'est la première fois qu'il s'exprime véritablement comme cela. Alors les médias français n'avaient pas le droit de citer aujourd'hui, en Belgique, mais heureusement, nos amis belges étaient là. Et j'aime ce joli dicton wallon. Faites comme à Liège, laissez pleuvoir. Bon, je me demande parfois si je ne suis pas moi-même un peu de Liège. Je laisse pleuvoir. Il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser un jour ou l'autre la place au soleil. Tu as allégé la taxation des heures supplémentaires. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. Je précise que je ne parle que de la Belgique. Un cousin parmi les Belges. Alors, votre réaction, Laurence Rossignol, quand vous entendez aujourd'hui Nicolas Sarkozy revenir devant les caméras pour défendre de manière détournée un petit peu les mesures qu'il avait prises? Écoutez, j'aime mieux entendre l'ancien président de la République faire de l'humour, même si je ne partage pas ce qui sous-tend son humour, que de le voir mettre en cause l'indépendance de la justice. Ce registre-là lui va mieux à lui et va mieux à la France. Bon, quand vous entendez votre collègue communiste dire qu'il faut un changement de cap, qu'est-ce que vous lui répondez? Sachant que certains le réclament également au sein même des parlementaires socialistes. Écoutez, et beaucoup de Français, excusez-moi. Politique d'un gouvernement, c'est comme un paquebot. Ça tourne pas comme ça. Et celle qui est engagée, on voudrait bien qu'elle produise déjà des effets. Et il y a une forme d'impatience chez les Français, chez les parlementaires aussi, qu'on peut comprendre. Le gouvernement est lancé les emplois d'avenir, les contrats de génération, le CICE. Le gouvernement travaille. Ce qui est impopulaire, c'est la crise. Et je comprends les Français de trouver la crise impopulaire. Maintenant. La crise a toujours existé, personne ne l'a nié. Et pendant la campagne électorale, elle a été niée, la crise. Non, François Hollande, écoutez, François Hollande a fait le candidat François Hollande n'est pas très différent du président François Hollande. Et il n'a pas promis au-delà de ce qu'il pouvait faire. François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, avait prévu quand même un taux de croissance bien supérieur à ce qu'il est. Oui. C'était vrai aussi pour Nicolas Sarkozy. Oui. Mais on ne sait pas quelle aurait été la politique avec Nicolas Sarkozy. Le débat n'est pas là. Les Français vous disent veulent qu'on change de cap, mais les Français ne veulent pas qu'on change de cap. Tout simplement parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de cap aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision de long terme. Les Français attendent du président de la République qui dise ok, le chômage, on s'en occupe. Ok, le déficit, on s'en occupe. Mais qu'est-ce que ça trace comme perspective, ça, à l'horizon de 2030? Le cap que doit adopter le président de la République, c'est pas 2017, c'est à 15-20 ans. Où va-t-on? Dans quelle France va-t-on dans 20 ans? Quelle France veut-on? Est-ce qu'on veut un grand parc naturel régional de l'Europe? Est-ce qu'on veut une France où la valeur travail est importante? Est-ce qu'on veut s'accrocher à la compétitivité? Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de débat. Il n'y en a pas eu beaucoup là-dessus pendant la présidentielle. Il n'y a pas de débat aujourd'hui et on ne voit pas où l'on veut aller, où le président et son gouvernement veulent nous emmener à long terme, car il y a une chose qui est certaine, c'est que les Français ne consentiront l'effort aujourd'hui que s'ils entrevoient un horizon un petit peu meilleur, ne serait-ce que pour leurs enfants. Ils ne demandent pas grand-chose, que les choses s'améliorent un petit peu. Ils savent que ça sera long, mais ils veulent une perspective. François Hollande avait... les Français ont fait confiance, pour ceux qui ont voté François Hollande, vraiment confiance dans ce qu'il nous a dit. Il allait renégocier le traité budgétaire européen. Il allait donc faire une autre politique radicalement différente. Nous sommes dans un contrat, dans ce traité budgétaire qui entraîne une austérité sans précédent. Les Français ne comprennent pas
pas ce changement d'orientation. Effectivement, je pense qu'ils attendent autre chose de la part de François Hollande, qui nous avait tant promis. Par exemple, vous regrettez votre vote pour François Hollande? Je ne le regrette pas parce que je voulais me débarrasser de l'ancien président de la République et j'espère qu'on n'aura pas, après François Hollande, retour de la droite marié avec une extrême droite très dure, voyez-vous. Donc nous ne devons pas décevoir nos concitoyens, nous devons les aider. L'ambiance est très anxiogène aujourd'hui et par exemple, le projet de loi qui va arriver sur la sécurisation de l'emploi en rajoute encore énormément d'anxiété chez les salariés. Bah, c'est une partie, parce que quand même, il a été signé par 3 syndicats qui le oui, mais défendent largement d'arrache-pied quand minoritaire. même. Michel Sapin dit il est très bien cet accord. Écoutez, on le saurait dans les entreprises. On le saurait dans les entreprises s'il était très bien. Tous les syndicats l'auraient signé. Or aujourd'hui, vous le savez. Il y a des syndicats comme la CGT qui ne signent jamais les accords. Il y a des syndicats qui doivent signer l'accord, mais qui signent un accord identique dans leur entreprise. C'est la CGT, ça. Ils signent souvent des accords dans l'entreprise, des accords de branche. Il va augmenter la flexibilité, il va renforcer des incertitudes, il va faciliter les licenciements. Il est extrêmement compliqué et dramatique. Quand vous parlez d'un climat anxiogène, c'est important de s'arrêter dans votre département, Laurence Rossignol, avec le score quand même faramineux du Front National dans la 2e circonscription, qui a fait presque jeu égal avec le candidat UMP qui est arrivé en tête. Et on a constaté quand même que 80% des électeurs de François Hollande avaient voté Front National au second tour. On n'a pas constaté ça du tout. Alors, il y a des analyses qui le disent. 80% des électeurs de François Hollande ne peuvent pas avoir voté Front National au second tour pour la bonne raison que le taux de participation a été de 30%. Donc déjà, on n'est pas là. Par ailleurs, ce qui s'est passé dans l'Oise, mais qui est un vrai phénomène politique qui doit attirer notre attention, c'est qu'entre les 2 tours, des électeurs qui n'avaient pas voté au premier tour, qui n'étaient pas venus voter, sont venus au second tour voter pour le Front National. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique entre les 2 tours qui s'est faite, qui est une dynamique qui a fait sortir les abstentionnistes pour les faire voter. Du Front National. Au profit du Front National. Le taux de participation... Plus rien à perdre. Attendez, pardonnez-moi. Juste si on fait 2 secondes sur l'Oise. Le taux de participation augmente entre les 2 tours, alors qu'en toute logique, il doit baisser sur une élection comme ça. Voilà. 3000 bulletins de... Mais c'est normal. Il y a un candidat, le candidat de la gauche est éliminé. Normalement, une partie des électeurs n'en revient pas. 3000 bulletins blancs ou nuls, c'est-à-dire qu'une partie des électeurs qu'on dit qu'ils ne voulaient pas choisir entre ces deux-là. Le choix était complexe, je vous le conseille. On a quand même interrogé dans les médias des électeurs de gauche qui ont voté Front National. Oui, alors, c'est pas une statistique, ça, monsieur Grosjean. Vous avez interrogé les électeurs, c'est pas des statistiques. Avec le score que le Front National, d'abord il n'y a plus de Front républicain, il est rejeté par l'UMP. Si le Parti Socialiste n'avait pas appelé à voter pour le candidat de l'UMP, le Front National serait passé. C'est un très mauvais procès qu'on fait aux électeurs de gauche, que de les rendre responsables du score du FN, et au Parti Socialiste, c'est un mauvais procès aussi. Nous avons appelé à voter. La direction nationale du PS, effectivement, a appelé à voter, à faire barrage. Vu le score, pas la candidate locale. Mais si nous ne l'avions pas fait, le candidat du FN serait probablement passé. Alors, dénudez votre analyse. Mon analyse est très simple, c'est que dans mon livre... Et sur le Front National qui gagne auprès des électeurs, alors peut-être qu'ils sont tous désespérés, qu'ils n'ont plus rien à espérer. François Hollande et ils ont plus François Non, c'était pas Hollande. cela. Non. Dans mon livre, Les mots de la crise, j'explique très bien que les Français sont désespérés. On est à un stade de la crise, si vous voulez, où on ne croit pas qu'on va trouver des solutions, et donc on cherche des boucs émissaires. Et les Français ont peur, et ils cherchent des coupables du côté des étrangers, des Roms, de l'islam radical, du côté des plus riches, des plus pauvres, des assistés, etc. Et donc ça, c'est extrêmement préoccupant parce que je pense que François Hollande doit ouvrir une perspective, un horizon prometteur à 15-20 ans, mais il doit aussi prendre en charge des questions du vivre ensemble. Il y a un enfermement de l'action de la gauche aujourd'hui sur un économisme forcené, sur un court-termisme, inverser la courbe du chômage, réduire la dette à 3%, mais en fait, l'attente des électeurs, pas seulement de gauche, de l'ensemble du pays, c'est comment on construit une société où l'on fait ensemble, où l'on vit ensemble. Mais quand il y a une telle perte de confiance, comment un pouvoir peut-il rester légitime? Ou comment doit-il demain, comment François Hollande peut-il se relégitimer? S'il ne change pas de cap, on va pas tout certains disent que... donc on va se laisser parler. Moi, je n'ai pas beaucoup intervenu, mais je veux dire, comment faut-il, si François Hollande ne change pas de politique, ne vient pas dans le concret, s'il continue à fustiger les entreprises et à dire je vais tout inverser, la courbe du chômage, et les Français voient bien que la courbe n'est pas inversée, eh bien, comment voulez-vous que les Français
Français croient en quelque chose. Et effectivement, les Français vont aller vers des partis extrêmes, à l'extrême gauche, comme à l'extrême droite. On voit aussi que Mélenchon a un certain succès, il y a eu un certain succès populaire, même si on ne l'a pas vu dans les urnes à la présidentielle. Mais maintenant, les Français se rendent compte que les promesses, eh bien, c'était des promesses électorales. Ils ne croient plus dans le président de la République. Et si le président de la République ne dit pas maintenant je change et je fais quelque chose, qui n'a pas l'impression d'être ce qu'il va faire demain, je pense que le président de la République, son gouvernement, aurait intérêt à se rapprocher de nos concitoyens, à les écouter davantage, à considérer leurs conditions de travail. Nous avons par exemple 8 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique. Nous avons 3,5 millions de chômeurs de plus en plus. Donc ça, c'est une réalité. Dans les entreprises, c'est de plus en plus difficile. Les conditions des femmes, de plus en plus difficiles. Donc on a l'impression que le président s'est quand même quelque part évaporé. Il faut qu'il revienne sur la terre. Il faut qu'il revienne dans les entreprises. Il faut pour qu'il soit bien compris, il faut qu'il prenne la mesure de la difficulté de la vie. C'est effectivement anxiogène. Il faut qu'il nous aide au vivre ensemble, on en est d'accord, à pointer les bonnes responsabilités qui sont quand même la finance, ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Et nous attendons qu'il s'attaque davantage à la finance qu'aux salariés, prendre toujours dans la poche. Je vous assure, vous aurez des réponses demain. Moi, je partage une partie de ce que dit monsieur. Je crois qu'il faut enrayer le sentiment de déclin. Il faut réhabiliter l'idée que la politique peut quelque chose. Et nous sortons quand même de 10 ans de gouvernement de droite et 5 ans de Nicolas Sarkozy, beaucoup d'agitation et peu de résultats. Et quand vous en appelez à changer de politique, vous voudriez quand même pas qu'on fasse celle dont les Français n'ont plus voulu et que vous avez faite pendant des années. On va faire la nôtre de politique. Alors voilà, on va suivre demain les explications, la pédagogie du chef de l'État et peut-être des annonces, on ne sait pas, on verra. Merci en tous les cas d'avoir participé à ces échanges. On parle maintenant de toute autre chose. Figurez-vous qu'à l'occasion des 100 ans cette année du Tour de France, eh bien une exposition des photos de légendes du vélo a été inaugurée tout à l'heure sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Jean-Pierre Bel et Christian Prudhomme, le directeur du Tour qui partira donc cet été de Corse, rencontré il y a tout juste quelques instants par Nathalie Guilloire. C'est de magnifiques courses du Tour de France qui évoquent tous les terroirs, toutes les régions de France. Donc elle est à sa place ici sur les grilles du Palais du Luxembourg, tout proche du Sénat. Moi je suis très content de cette expo. Je suis d'abord très fier que le Sénat, les sénateurs nous aient accordé cette exposition. Le Sénat, c'est la chambre des territoires. Il n'y avait pas mieux pour montrer ce qu'est vraiment le Tour de France, non seulement son aspect sportif, mais son aspect esthétique. Le Tour s'inscrit dans les territoires, dans les terroirs, dans les régions, dans les départements. Et là, on le voit à travers les âges, depuis la création du Tour en 1903, en noir et blanc ou en couleur, où l'on retrouve ce qui fait le Tour, la beauté des paysages. Voilà, et alors certaines des figures de légende qu'on voit sur les photos, bien sûr, ont connu le dopage dans le passé, alors que la triche aujourd'hui préoccupe le Sénat. La commission d'enquête a poursuivi ses auditions aujourd'hui. Joachim Robe. Comment améliorer la lutte contre le dopage? Question d'autant plus importante qu'aujourd'hui tous les sports sont touchés et les mauvais élèves ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Le sport qui nous donne le plus fort pourcentage de positifs est le rugby. Vient ensuite le football. En troisième position se trouve l'athlétisme. En quatrième, le triathlon. En cinquième, le basketball. En sixième, le cyclisme. Mais pas facile de faire bouger les lignes. La semaine dernière, Marie-Georges Buffet avait parlé des pressions subies à cause d'un contrôle de l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde 98. Chantal Joanneau reconnaît que toutes les fédérations sportives ne collaborent pas à la lutte contre le dopage. J'ai pas subi de pression. Clairement, il y avait une volonté de me demander de ne pas en parler. Ça oui, de ne pas en parler, de ne pas dire qu'il y avait des problèmes de dopage, de ne pas dire que dans le sport, aucun sport n'était à l'abri du dopage. Autre problème, le dopage de plus en plus fréquent chez les amateurs et sans le suivi, sans le contrôle médical dont profitent les tricheurs professionnels. Un autre problème auquel la commission d'enquête aimerait s'attaquer. Elle doit rendre son rapport avant la fin juin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. À 22h, Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. À demain.
Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.